Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Tony et Léon. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque nous allons le faire en visioconférence avec une psychiatre. Alors on le sait tous, un animal ça nous apporte beaucoup d'amour, c'est bon pour notre santé mentale, c'est bon pour notre morale, ça aide les enfants à prendre de l'assurance. Également c'est excellent pour des personnes qui peuvent être un peu isolées, mais qu'en pense une psychiatre qui est habituée à recevoir des cas d'humains dans son cabinet? Je vous propose d'aller en parler donc avec le docteur Sophie Grenet, psychiatre à Paris, pour partager avec elle justement son point de vue et échanger sur ce que nous apportent nos animaux, sur notre santé mentale. Évidemment, vous le savez tous comme moi, mais c'est aussi mon point de vue, c'est qu'on a d'abord un animal parce qu'on l'aime, parce qu'on aime les animaux, parce qu'on est prêt à assurer leur bien-être, on est prêt à prendre soin de leur santé. Et c'est surtout ce qui fait qu'on a un animal, au-delà de tous les effets bénéfiques qu'ils peuvent nous apporter. Suivez-moi. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Alors je te remercie de nous accorder de ton temps. Là nous allons parler justement de l'effet des animaux, alors des chiens et des chats ici en particulier, mais ça pourrait être plein d'animaux de compagnie en même temps, sur le mental des humains que nous sommes. Sophie, le chien c'est un peu la représentation de l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'il se fiche de savoir si son maître est un homme, une femme, sa couleur de peau, son statut social, etc. On sait qu'un chien ne nous juge pas. Est-ce que c'est, de ton point de vue de psychiatre, cette absence de jugement qui explique que nous, humains, on voue un amour inconditionnel à notre animal? Alors, Boris Levinson, un pédopsychiatre américain, disait que l'animal accepte l'humain pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il devrait être. En fait, il n'a pas d'attente idéalisée envers les humains. L'animal va attendre de son maître qu'il assure les besoins fondamentaux qu'on connaît, la sécurité, l'alimentation, la promenade, mais il ne va mettre aucune pression sur son maître. Il témoigne d'une affection comme ça constante et il ne cherche qu'à le satisfaire. C'est lui finalement qui a un amour inconditionnel. C'est une relation, tu vois, entre deux espèces différentes, une relation qui va mettre l'humain dans une situation d'emblée très confortable, très rassurante. Le chien, c'est un autre être vivant qui a besoin de nous, qui donne un sens à notre existence. Et le plus souvent, le chien est tout le temps disponible. Il est partant pour un câlin, pour une promenade. Cette disponibilité en font effectivement un compagnon idéal. Exactement, oui, tout à fait idéal et en plus aucun jugement. Donc ça, c'est sûr qu'on apprécie tous. Il y a beaucoup d'articles scientifiques, Sophie, qui justement parlent des bienfaits de la zoothérapie, qui concluent que notre relation finalement avec nos animaux de compagnie, en particulier les chiens, mais comme les chats également, a une valeur thérapeutique qui est de plus en plus reconnue. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, je suis d'accord. Il faut bien distinguer la zoothérapie ou la médiation animale, c'est qu'il y a un procédé thérapeutique, pas vraiment, qui va se servir d'un animal familier et éduqué comme médiateur dans certaines indications bien particulières et qui va être pratiqué par des professionnels formés. Et puis les bienfaits pour tout un chacun d'avoir un animal de compagnie. Alors on peut distinguer des bienfaits comme ça un peu ponctuels, comme on a déjà éprouvé par exemple quand on va caresser un animal, si on est en visite chez des amis, ça peut générer tout de suite un sentiment d'apaisement comme ça. Et puis des bienfaits à plus long terme, dans la relation homme-animal, qui est une relation qui se construit grâce à un contact régulier et qui va créer là un lien très spécial et particulièrement satisfaisant. Alors ce type d'effet thérapeutique, Sophie, est-ce que toi, tu as déjà pu l'observer chez certains de tes patients? Je ne te demande pas de nous dévoiler des dossiers qui sont bien sûr confidentiels. Tu n'as pas le droit évidemment de parler de tes dossiers, mais est-ce que toi, tu l'as déjà vu? Alors oui, j'ai pu constater effectivement les effets bénéfiques d'avoir un animal de compagnie chez certains patients, notamment des patients suivis pour une dépression. Ça va permettre comme ça une restauration progressive du sentiment d'utilité dans le soin quotidien de leur animal, ou même ne serait-ce qu'une motivation à se lever, à sortir de chez eux pour aller le promener au quotidien. Oui, donc c'est vraiment le sentiment d'utilité, comme tu dis, qui permet
finalement parfois de sortir, enfin ça fait partie des pièces du puzzle pour sortir de ce sentiment d'isolement. On a aussi les bienfaits d'un animal, c'est souvent, comme on le dit, c'est pratiquer une activité physique, c'est être obligé de sortir, de le sortir plusieurs fois par jour, mais c'est aussi l'occasion, ces sorties, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres propriétaires d'animaux, de discuter avec eux, de créer des liens sociaux, voire plus si affinité, puisqu'on a parfois des exemples de personnes qui, c'est un peu comme un mythique pour propriétaires d'animaux, qui se rencontrent via leur animal de compagnie interposé. Est-ce que dans nos sociétés dématérialisées, tu dirais qu'on est en quête d'affection ? Oui, avoir un chien, c'est effectivement, comme tu disais, avant tout avoir des contraintes et le promener plusieurs fois par jour, et ce notamment, quelle que soit la météo. Ces contraintes vont parfois avoir des bénéfices secondaires, et c'est ça que tu pointes. C'est-à-dire que sortir plusieurs fois par jour, déjà, ça permet d'avoir une activité physique minimum, mais aussi une structuration de l'espace-temps. Un temps qui, pour certains, n'est même plus rythmé par une activité professionnelle. Donc ça va créer des repères. Et lors de ces sorties, le chien va effectivement jouer un rôle de catalyseur social. Il va permettre de nombreuses interactions sociales, spontanées comme ça dans la rue, transgénérationnelles, quel que soit notre âge, et le plus souvent complètement désintéressés. On voit souvent des maîtres qui ont sympathisé avec leur voisinage comme ça, et on peut observer des gens qui discutent dans la rue assez longuement en promenant leur animal. Donc il a vraiment ce rôle effectivement de lien social. Et lorsqu'on vit seul, avoir un chien, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, une motivation. S'en occuper, ça procure un vrai sentiment d'utilité, une valorisation aussi, par le sentiment d'auto-efficacité. Je suis content de moi d'avoir fait ça. Et parfois, on s'occupe aussi beaucoup de son animal alors qu'on est en difficulté à s'occuper de soi, donc c'est plutôt positif. Oui, tout à fait, oui. Alors nous sommes dans une société hyper connectée. Sophie, est-ce que c'est cette relation avec l'animal qui finalement a sur nous humains un effet rassurant ? Oui, faire un câlin à son chien, à son chat, c'est aussi une autre temporalité. C'est vraiment venir se reconnecter à l'instant présent. C'est aussi redescendre dans le corps, dans les sensations corporelles, plutôt que de tout intellectualiser. Donc c'est une véritable expérience de pleine conscience, d'être pleinement présent à soi-même et à l'instant. Finalement, c'est une expérience sensorielle très riche, par le toucher, bien sûr. On va percevoir la douceur, la chaleur de son animal, mais aussi la vue. On va pouvoir capter l'intensité du regard de son animal, et on verra plus tard que c'est important. Une dimension esthétique aussi de nos animaux, que nous trouvons beaux, gracieux, notamment pour certains félins. Et puis l'ouïe, les oiseaux, le ronron du chat, et enfin l'odorat. C'est une odeur familière, rassurante que celle de son animal. Donc tout ça contribue vraiment à faire une expérience sensorielle très riche et de reconnexion à l'instant présent. Ouais. Et alors justement, c'est un peu la simplicité et finalement la profondeur de cet amour qui apporte une joie qui est constante. Est-ce que finalement c'est cela qui nous rassure ? Est-ce que c'est ton point de vue de psychiatre de dire que c'est cette constance qui finalement rassure les propriétaires d'animaux ? En tout cas, c'est une constante assez rassurante, effectivement. Et là où les relations interhumaines, c'est vrai, aujourd'hui, sont parfois plus fragiles ou plus éphémères, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une relation profonde et fiable. Oui, tout à fait. Oui, donc là, on ne va pas polémiquer sur les relations interhumaines qui parfois peuvent être plus éphémères, mais néanmoins, les animaux aussi, on a souvent des enfants, enfin moi c'est le cas, qui me tannent, qui me demandent d'avoir un chien, un chat, un lapin, un cochon d'Inde à la maison, enfin bon voilà, d'avoir tout le monde, et donc qui veulent aussi apprendre à prendre soin d'un animal. Est-ce que ça les rend plus altruistes, plus compatissants d'avoir un animal ? On sait que c'est aussi une façon de les responsabiliser. Oui, demander aux enfants de prendre soin de son animal, c'est une manière de les responsabiliser, mais aussi de leur prouver qu'on leur fait confiance, et c'est important. Ils vont prendre confiance en eux aussi parce qu'ils perçoivent très bien la vulnérabilité et la dépendance de cet animal, l'importance de la tâche qui leur est confiée, et ils ont en retour la reconnaissance de l'animal. Donc ça va renforcer leur sentiment de la capacité à prendre soin d'un autre être vivant, et par extension d'eux-mêmes. Ça va développer aussi évidemment leur empathie. Ah, bien sûr. Bon, après, les comportements des enfants sont toujours un peu variables quand ils ont un animal parce que la motivation avant que l'animal arrive dans la maison est toujours très forte. Et puis une fois qu'il faut le sortir sous la pluie le matin en hiver, après, c'est souvent maman qui doit assurer ou papa qui doit assurer cela. Mais bon, c'est vrai que c'est un effet bienfait qui est énorme pour les enfants. Moi, j'ai eu l'occasion de le vivre aussi et c'est fabuleux.
Pour les enfants, Sophie, que tu rencontres parfois des patients qui sont des enfants hyperactifs. Est-ce que tu as vu un effet bénéfique pour ces enfants-là d'avoir un animal également de compagnie? Oui, c'est même parfois recommandé ou conseillé, en fonction de ce qui est possible aussi pour les parents et selon la configuration familiale. Mais la relation avec un animal de compagnie est vraiment apaisante et elle va aider beaucoup à la régulation émotionnelle qui est difficile chez ces enfants. Jouer calmement avec un animal ou le flatter comme ça va venir apaiser l'esprit. Et c'est sûrement l'activité physique répétée ou la distraction causée par l'animal lui-même qui vont entraîner un apaisement d'un esprit assez agité. Ouais. Les animaux vont avoir un effet bénéfique sur ces enfants atteints d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité parce qu'ils vont jouer avec ces animaux, ils vont donc dépenser une énergie excédentaire et ça va aussi développer le sens des responsabilités et des tâches quotidiennes qui découlent des soins à l'animal. Donc ça va rejouer un rôle clé effectivement dans l'apaisement et aussi dans la dépense énergétique. Très bien. Oui, c'est une façon de canaliser en quelque sorte finalement. Dans un autre cas de figure, on voit beaucoup d'expériences qui sont très bénéfiques pour des enfants autistes. Je sais que tu en as aussi plusieurs dans tes patients. Le fait qu'un animal, en fait, apporte énormément d'effets positifs à un enfant autiste. Oui, alors d'une manière générale, les enfants ou adultes, les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique bénéficient grandement du contact avec les animaux, dans la grande majorité des cas en tout cas. Caresser les animaux dociles, ça va aider à surmonter des problèmes sensoriels aussi. Ça va permettre d'améliorer la réceptivité aux autres et d'encourager des comportements sociaux plus positifs. Oui. Et alors, on a aussi des personnes, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, ce n'est pas une question d'âge, qui ont parfois un relationnel avec les autres qui est plus compliqué. Et l'animal peut même venir aider pour faciliter finalement le rapport aux autres. Tout à fait. Ça peut être un support social comme ça pour des enfants inhibés, timides ou même des phobiques sociaux. Et je t'invite à regarder cette série à succès sur Netflix si tu ne la connais pas, qui s'appelle Un ami aux petits soins, où vraiment ça illustre bien l'idée que l'animal vient aider un jeune patient phobique social à s'intégrer dans un nouvel établissement. D'accord, écoute, je regarderai à l'occasion. C'est une très bonne idée. Alors, c'est avoir un animal de compagnie, on sait qu'aussi un jour, enfin on l'a tous vécu quand on a eu un animal en étant enfant, c'est que ça nous oblige aussi un jour à faire face au phénomène de deuil. Parce que c'est parfois aussi, pas toujours, mais c'est parfois le premier deuil que l'on est amené à rencontrer étant enfant. Quel est ton point de vue, toi, de psychiatre par rapport à ça, quand un enfant doit faire face au deuil de son animal? Alors malheureusement oui, la longévité assez courte de nos animaux de compagnie va nous exposer à vivre leur perte. C'est parfois, comme tu disais, une première expérience de deuil et très douloureuse pour les enfants qui doivent à ce moment-là être accompagnés par les adultes pour les aider à intégrer la notion de mort qui est malheureusement si peu élaborée dans nos sociétés modernes et expliquer que la mort fait partie de la vie, effectivement. Ouais. Alors c'est ce que disait très bien justement moi un écrivain que j'aime beaucoup qui est Jean d'Ormesson, c'est tout ce que nous aimons mourra et je mourrai un jour. Bon alors là je veux pas plomber l'ambiance évidemment, mais aujourd'hui on entend beaucoup de témoignages de personnes qui justement ont rencontré dans leur vie des détresses, des phases de détresse psychologique très fortes. C'est pour ça qu'ils viennent te voir aussi, Sophie. Et grâce à l'intervention d'un chien ou d'un chat, ils ont justement retrouvé toute ou partie de leur état mental. Comment on peut expliquer qu'un chien ou un chat, lorsque nous, humains, on est confrontés au deuil d'une personne de notre famille ou de notre entourage qui nous était très cher, puisse nous aider à surmonter ce processus de deuil? Est-ce qu'il y a une explication rationnelle? Il y a un phénomène clair, c'est que s'occuper d'un animal de compagnie va permettre une décentration de sa problématique psychique, et ça y compris dans un contexte de deuil. L'animal va venir solliciter comme ça une promenade, des caresses, venir interrompre parfois des ruminations dépressives, et donc il va venir introduire un moment de tendresse, il va restaurer du lien dans un moment de souffrance psychique et de vécu d'isolement. Parfois aussi, l'animal va faire l'objet d'un transfert d'affection qui va permettre comme ça de réinvestir d'autres objets d'affection
que l'objet d'affection perdue, et ensuite de rouvrir le déprimé ou l'endeuillé à d'autres relations possibles, sociales notamment. D'accord. Alors justement, on sait qu'il y a certaines images qui peuvent nous faire du bien au moral. Alors certains, ce seront de voir des beaux paysages d'îles paradisiaques. D'autres, ça peut être de voir des personnes qui leur plaisent. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être lié à la gourmandise et autres, mais aussi des images de nos animaux qui font du bien au moral. Alors Sophie, est-ce que c'est la fameuse sérotonine et dopamine qui rentrent en ligne de compte et qui finalement... Quand on voit un animal, ce qu'on appelle le cute en l'occurrence en anglais, c'est-à-dire l'effet mignon, est-ce que c'est ça qui nous fait du bien ? Alors oui, il y a plusieurs phénomènes. C'est à la fois avoir des images positives, on dit valence positive, ça va nous aider à accompagner le traitement de la dépression pour certains patients. On peut l'utiliser et notamment en réalité virtuelle, on peut immerger des patients dans des environnements comme ça qui sont très positifs et apaisants et avec des images dont on sait qu'elles vont déclencher des mécanismes neurobiologiques intéressants. Et on sait qu'interagir avec des animaux nous fait produire de la sérotonine et de la dopamine, et ce qui va aider à combattre l'anxiété et la dépression. Donc il y a un lien effectivement entre ces images à valence positive et notamment avec des animaux trop mignons et puis les mécanismes neurobiologiques qui vont être enclenchés. Tu as raison, parce que c'est souvent le terme trop mignon qu'on entend bien souvent. Et comme on dit, on dit aussi que le cute, ça marche toujours, hein, le côté mignon. Alors, on sait que nos compagnons, chiens, chats, déclenchent un lien comme le lien qu'on ressent entre parents et bébés. On a souvent tendance parfois à l'appeler notre bébé. On parle même plus maintenant seulement de pet owner dans le milieu des animaux de compagnie, mais on parle donc propriétaire d'animaux, hein, en traduction simultanée, mais de pet parent, donc c'est-à-dire le parent d'un animal de compagnie. Est-ce que finalement, Sophie, c'est notre lien à l'animal qui a changé? Est-ce qu'on a changé le curseur et maintenant l'animal de compagnie, qui faisait déjà partie de la famille, mais est même devenu comme un enfant? On l'a tous vécu, hein. Même ceux qui vont dire non, moi jamais, je n'ai considéré mon animal comme un enfant. Moi j'ai le cas présentement, clairement, on l'a tous vécu. Qu'est-ce que tu en penses en tant que psychiatre ? Alors, il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent dans le regard. Et on sait que quand les humains et les chiens se regardent, dans les yeux, le niveau d'ocytocine, la fameuse hormone de l'amour, de la confiance, du plaisir, le niveau d'ocytocine va augmenter nettement dans leur cerveau et renforcer comme ça les liens d'attachement. Et ce phénomène du renforcement des liens par le regard, on le connaît bien, et il est bien connu pour consolider les rapports émotionnels entre la mère et son enfant quand ils se regardent. Donc oui, on peut faire ce parallèle. Je pense qu'il y a aussi d'autres explications à cet attachement comme à son bébé, à son animal, mais en tout cas c'est une des explications qu'on connaît. Oui. Donc juste pour vous rappeler, l'ocytocine, effectivement, comme le disait Sophie Grenier, c'est que justement c'est une hormone de l'attachement, c'est une hormone du câlin, c'est l'hormone qui joue un rôle primordial lors de l'allaitement de son bébé et qui joue aussi un rôle qui est reconnu maintenant dans le comportement social et le comportement également dans le lien, enfin la relation de confiance que l'on peut avoir et dans le lien mère-enfant. Sophie, est-ce que cette ocytocine, elle a finalement un effet reconnu sur l'état psychologique que nous pouvons avoir, nous humains? Alors oui, chez l'homme, on a pu démontrer un effet sur la confiance, sur l'empathie, sur la générosité, mais aussi sur la sexualité, le lien conjugal et social. Et on sait qu'elle réduit l'anxiété et le stress lors des interactions sociales. Donc effectivement, c'est l'hormone dont on parle beaucoup et qui semble avoir de nombreuses vertus. Donc vous l'aurez compris, quand vous avez un animal, eh bien, vous avez des relations sociales plus apaisées, un stress qui est mieux contrôlé, on peut le dire un peu comme ça, Sophie, hein, de façon un peu imagée. Vous avez un rapport aux autres qui est peut-être simplifié. Enfin, donc, c'est beaucoup d'effets bénéfiques. Alors, Sophie, on a beaucoup également de cas que l'on voit dans l'entourage de sociétés même, hein, qui mettent en place des stages d'équithérapie pour leurs salariés, des managers même parfois, qui apprennent à prendre confiance en eux, à parler en fait à leurs collaborateurs en pratiquant de l'équithérapie avec les chevaux pour apprendre cette confiance en soi. Est-ce que finalement avoir un chien ou travailler avec un cheval,
Ça a été prouvé que ça aide à surmonter nos craintes. Alors, sur la question de l'équithérapie, on l'utilise en psychiatrie depuis de nombreuses années, effectivement pour nos patients autistes ou qui ont des psychoses, parce qu'on sait que ça va beaucoup les aider à avoir accès notamment aux émotions, à apprendre à réguler ces émotions, et ça peut être le truchement comme ça aussi pour les faire participer à une activité, sortir de chez eux et développer une interaction sociale. Donc c'est effectivement un truchement intéressant. Après, pour chacun d'entre nous, effectivement, la présence d'un animal va nous aider à surmonter bien des craintes. Oui. D'accord. Merci Sophie pour cet échange qui était très inspirant. C'était vraiment intéressant d'échanger entre un vétérinaire et un psychiatre. C'est pas commun, mais ça permet de mieux comprendre notre relation avec son animal. Donc c'était vraiment gentil de m'avoir accordé ce temps. Vous l'aurez compris, un animal, c'est une grande source d'affection. C'est vraiment, ça apporte beaucoup de bien-être sur notre santé mentale. Maintenant, vous comprendrez également pourquoi, un petit peu mieux, grâce justement à l'apport de Sophie Grenier, qui est psychiatre. Bien sûr, si vous avez un souci de comportement avec votre animal, vous ne l'apportez pas au cabinet de Sophie, puisque Sophie, comme vous l'aurez compris, soigne les humains. Mais néanmoins, retenez que bien sûr, on a un animal, et vous le savez tous, parce qu'on l'aime, parce qu'on est capable de prendre soin de lui, de lui apporter de l'affection, d'assurer son bien-être. On n'a pas parlé d'autres études aussi qui ont prouvé que l'animal, ça avait des effets bénéfiques sur notre santé cardiovasculaire, mais il y a des études très sérieuses qui le prouvent. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube de Tony et Léon. À bientôt, au revoir.